Bonjour, bon après-midi. Balandino sur Étoile TV. Grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique avec votre frère Francis. Je ne cesse de le dire, je ne suis pas spécial, je suis votre frère. On est ensemble, hein. Tout ce qui me motive d'être là, c'est juste la volonté de voir mon pays changer, la volonté de voir les choses changer. C'est bien qu'on puisse soutenir le président Félix Tshisekedi ou je ne sais pas qui est-ce que vous soutenez. Vous soutenez peut-être Joseph Kabila ou Corneille Nangaa, c'est votre choix. Mais il y a une chose qui doit vous motiver, c'est que le Congo puisse changer. Joseph Kabila a eu son temps, 18 ans passés au pouvoir. Vous avez vu vous-même ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Il y a personne qui peut changer si on ne fait pas des critiques qui sont positives. Vous voyez. Alors, il faut aller, quand vous aimez réellement quelqu'un et vous voulez aider la personne à améliorer, il faut être véridique avec la personne. C'est-à-dire, si les choses ne vont pas bien, non, dites à la personne non. En tout cas, que cette personne soit de votre famille politique ou votre famille politique ou votre famille biologique, soyez vraiment véridique avec la personne. Dites à la personne ce que la personne fait de bon ou de mauvais. Ça va aider la personne à améliorer. Aujourd'hui, le Congo ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui se fient aux tribus, qui se fient au sang. Il est de ma tribu, il est de mon parti politique, il est, et si je ne lui dis pas la vérité, si je lui dis la vérité, je vais perdre mon poste. Il y a beaucoup de choses qui se font, ce qui fait que le Congo n'évolue pas. Alors, les personnes qui ne sont pas mieux placées ou bien les personnes qui ne font pas bien leur boulot ne savent pas, croient que elles font bien leur boulot au moment où elles ne font pas bien leur boulot. Alors, il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent s'asseoir avec ces personnes-là, leur dire en tout cas, tu es en train de taper à côté. Le bateau est en train de s'enfoncer. C'est comme ça que le Congo va changer. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, de quoi il va être question? On va parler de l'après-accord. Je vous l'ai promis hier. On va parler des effets de l'après-accord. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vous passe cela aujourd'hui. Je vais vous balancer 3 vidéos. La première vidéo, c'est la vidéo du porte-parole du gouvernement rwandais qui a eu à expliquer, selon elle, les raisons de la guerre à l'Est, parce qu'on lui a posé cette question de savoir de les expliquer au monde un peu ce qui se passe pendant 30 ans. Elle a expliqué, selon leur version, la version rwandaise, c'est comme ça que je l'appelle, ce qui se passe à l'est du pays, et elle a expliqué aussi l'importance de cet accord. Il y a Donald Trump qui a eu aussi à dire quelque chose. On lui a posé une question par une journaliste. On lui a demandé très bien qu'est-ce qui va se passer maintenant après que vous ayez signé cet accord, parce que au moment où vous signez cet accord, il y a des gens qui meurent à l'est du pays. C'était une très bonne question, parce que même vous allez vous rappeler après l'accord signé le 27, l'accord de principe signé le 27 juin, les combats n'ont jamais, les balles ne se sont jamais tues, les armes continuent à retentir, nos frères et sœurs continuent à mourir à l'est du pays. Au moment où je vous parle, les 1-23 sont à 35 km de Uvira. Leur mission, c'est de prendre Uvira. Vous allez vous rappeler que Uvira est jusque-là la seule grande ville de la province du nord, du sud Kivu plutôt, qui résiste à la percée de ce mouvement des 1-23. Alors, ces gens-là avaient promis qu'ils vont se rendre maintenant à Uvira. Et au moment où je vous parle, ils sont qu'à
à 35 km de Uvira. Leur destination, c'est Uvira. Ils veulent arracher Uvira. Ils ont promis et ils sont en route. Ils sont en route parce que déjà toutes les localités qui avoisinent Uvira ont déjà été prises, sont dans les mains des 1-23. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donald Trump a eu une réponse qui était rapide. Il a répondu. Et puis, je vais vous passer une vidéo de ce que Kagame a dit après avoir signé l'accord le jeudi entre la RDC et le Rwanda. Je vais vous passer toutes ces vidéos. Je vais devoir m'excuser parce que ces vidéos sont en anglais. On n'a pas pu faire le translate parce que j'ai voulu vous passer la version originale de ce qu'on a dit. Mais je vais essayer de traduire ça pour vous. Alors, sans plus tarder, je vous passe la première vidéo. C'est celle du porte-parole du gouvernement rwandais qui nous parle. Suivez ceci. As they signed an historic peace agreement brokered by President Trump. This comes after ministers of the two African nations signed a preliminary peace agreement and economic pact at the White House back in June. Here to discuss is spokesperson for the government of Rwanda and official member of their delegation to the White House with the peace signing with President Trump, Yolanda Makolo. Yolanda, thank you so much for joining me today. How historic is this, and how did it all come together? It's very important. This is the best chance for peace, for stability, for prosperity that our two countries and the region has. It started because the DR Congo asked the U.S. government to mediate in this crisis, and we're happy to be involved in any initiative that will bring a stop to the conflict that has affected this region for 30 years. And this is why we're here, and we've reached this point. It's important, and we look forward to tomorrow, and we're cautiously optimistic that it will work out. Now, a lot of our viewers probably are not familiar with the conflict between Rwanda and Congo. How long has it been going on? Why hasn't it been solved by now? What's at root of the conflict, and how did President Trump see some sort of resolution? You said it's been about 30 years of conflict. I mean, it's been 31 years actually since a genocide happened in Rwanda in 1994, and the people who committed genocide in Rwanda fled to the DR Congo. Okay. They're still holed up there. We have at least 12 commanders who now lead a militia known as the FDLR that is intent on finishing what they started in 1994. That is a security problem for Rwanda. Rwanda is about the size of, it's actually smaller than the state of Maryland. The DR Congo is 4 times the size of Texas. Mm-hmm. So this is an important security threat for us that we've been trying to prevent from crossing over to Rwanda in the last 31 years. This is the source of the problem. The Trump administration has come into this in the right way because they're focusing in the mediation on the real problems, on the real obstacles to peace, which is that security problem, the militias that are in Eastern Congo, because the conflict is in the DRC, not in Rwanda, but it's a threat to us. Mm-hmm. So there's all these forces that are fighting in the DRC, presenting the national security challenge for us on our border. The Trump administration is looking at this, at the root causes, at the political root of this conflict, and at the security imperative that both our country has. But in addition, what is different with the involvement and the sustained engagement of the Trump administration is that they're also looking at the economic opportunity for Rwanda, for DRC, and investment from American companies. That's important to us. It's important to a lot of African countries to get good quality investment in the potential that there is in the region, in mining, in infrastructure, in energy. But we need peace and security first. Well, that is a tactic that he's also deploying in the Middle East to solve conflicts there, an economic incentive as well. So what exactly will be signed or agreed upon tomorrow at the White House? So tomorrow we will sign the Washington Accords between Rwanda and the DRC, and President Trump will witness that. It's the culmination of steps that we've been taking since we signed that preliminary agreement
at the end of June. It's a really important step. It signals that the U.S. government continues to be engaged in this in the right way, and that they're keeping an eye on this, which is really important. And we hope they continue to keep engaged and accompany this process to the end. Since the initial agreement came together in June, from June until we're now in the month of December, how have things been going between the two countries? Some things have improved, but there's still a lot of work to be done. There's still ceasefire violations ongoing. These have to stop. And the DRC government has to do what they have promised to do. Mm-hmm. Dealing with this group that committed genocide in Rwanda, and then we will be able to relax our defensive measures that are on our border. Well, thank you so much for joining me today. We appreciate your insight, and this is a historic deal for the president as well as. Je vous prie d'être patient avec moi. Je ne vais pas interpréter ça maintenant. Je vais vous passer d'abord toutes les vidéos. Il y en a deux encore. Et puis, je vais vous interpréter cela. Maintenant, là, je vous cherche la vidéo de Donald Trump. Le volume est trop bas. Yes. But the truth continue there. Because this needs to be real, the truth needs to be drawn from the ice. I think you're going to see very quick and very quickly, I think you're going to see things happen. This is something that was not doable, according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. Mr. President, we are witnessing a historic moment for Africa. My question to you is, when we will see the withdrawal of front-running troops from DRC, and when we will see the real peace, because even now we are witnessing this historical history that people are being still killed in DRC. Yes. But the truth continue there. Because this needs to be real, the truth needs to be drawn from DRC. I think you're going to see very quick and very quickly, I think you're going to see things happen. This is something that was not doable, according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much. Voilà, je vous passe la vidéo de Kagame. Ici, nous sommes le... Voilà, je m'excuse. But it was the very man, Tshisekedi, DRC, who actually initiated that. But the hope for him was he would be able to manipulate either the process in Qatar or the process in Washington, D.C. in his favor, because he thinks DRC is too great, too big, that the whole world is interested in having a portion of what they possess, and that he would go paying his way and manipulating people to get the results he wanted. So, but when it came to us, and we were invited to participate either in Doha and here in Washington, we always came forward, but we told people what we thought were the facts and the fundamental issues that must be addressed if we are to look at the root causes. So that's how we ended up having FCM 23 in Doha, talking to government, and in here
it was DRC talking to Rwanda, but also in a regional framework. That's why there will be these leaders who have been invited to witness this. So what DRC all along thought they were going to manipulate ended up, as a matter of fact, being separated so that we don't miss out anything that was important. So, but it was the very man, Tshisekedi, DRC, who actually initiated that. But the hope for him was he would be able to manipulate either the process in Qatar or the process in Washington, D.C. in his favor, because he thinks DRC is too great, too big, that the whole world is interested in having a portion of what they possess, and that he would go paying his way and manipulating people to get the results he wanted. So, but when it came to us and we were invited to participate either in Doha and here in Washington, we always came forward, but we told people what we thought were the facts and the fundamental issues that must be addressed if we are to look at the root causes. So that's how we ended up having FCM 23 in Doha, talking to government, and in here it was DRC talking to Rwanda, but also in a regional framework. That's why there will be these leaders who have been invited to witness this. So what DRC all along thought they were going to manipulate ended up, as a matter of fact, being separated so that we don't miss out anything that was important. So, but it was the very man, Tshisekedi, DRC, who actually initiated that. But the hope for him was he would... Voilà. Je vous donne un peu l'interprétation de ces vidéos. La première vidéo, c'était le porte-parole du gouvernement, ou la porte-parole du gouvernement, c'est une dame du gouvernement rwandais. Elle a dit, elle expliquait l'importance de cet accord. On lui a posé la question de savoir, d'expliquer un peu au monde ce qui se passe, parce que ce n'est pas tout le monde qui est familiarisé de la situation à l'est du pays, en RDC. Alors, elle a expliqué qu'en 1994, il y avait le génocide, c'était les Hutus qui avaient tué les Tutsis, le génocide qui avait causé la mort de 800 000 personnes. Alors, les personnes qui avaient commis ces tueries, ce génocide, avaient fui en RDC. Alors, ils ont formé, il y a 12 commandants qui ont formé des groupes, ce groupe-là de rébellion, le FDLR, qui se trouve à l'est de la RDC. Alors, ce groupe a pour mission de continuer ce qu'il avait fait en 1994, c'est-à-dire tuer les Rwandais, créer une instabilité sécuritaire à l'est du pays, c'est-à-dire à la frontière avec le Rwanda, parce qu'on partage, c'est à cette partie de l'est du pays que nous partageons la frontière avec le Rwanda. Alors, le Rwanda, c'est voyant en insécurité, c'est ce qui a causé cette insécurité, ou bien ces massacres, ou bien ces guerres pendant toutes ces décennies. Le Rwanda n'est pas là pour attaquer le Congo, mais le Rwanda a pris des mesures protectives pour se protéger contre ces rebelles, cette menace des FDLR. Alors, elle a dit que c'est à la RDC de terminer ce problème. La RDC doit prendre ses engagements, tenir sa promesse, c'est-à-dire s'occuper des FDLR pour que cet accord puisse aboutir. Alors là, c'était la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, on a demandé à Donald Trump, on a dit, Donald Trump, après tous ces temps, tous ces longs mois, depuis le 27 juin, au moment où vous êtes en train de signer cet accord, il y a des personnes qui sont en train de mourir
à l'est du pays, mais ça ne suffit pas seulement de signer des papiers. Qu'est-ce qui va se passer pour que cela soit pratique, pour que réellement la paix plutôt soit effective à l'est du pays? Parce que c'est pour cela que vous êtes ici, c'est pour cela que tout le monde est là pour signer cet accord, parce qu'on veut une paix qui est effective en RDC. Alors, Donald Trump a dit que vous allez voir les choses changer très rapidement, parce que c'est une chose qui n'était pas faisable par le passé, mais maintenant c'est faisable. J'ai confiance il envoie encore une fois la balle dans les camps des deux dirigeants. J'ai confiance en ces deux grands leaders. Ce sont des grands leaders. Ils vont vraiment tout faire pour mettre en œuvre tous les dispositifs pour que la paix puisse régner en RDC. Là, c'était la deuxième vidéo. La troisième, c'était Kagame qui parlait. Il accuse Félix Tshisekedi, lui qui a initié, qui est l'initiateur de ces accords. C'est lui qui a voulu assez que la paix, qu'il y ait accord de paix. Alors, il l'accuse d'avoir voulu manipuler le contrat. Il a dit que Tshisekedi voulait manipuler les contrats. Il espérait manipuler le processus au Qatar et à Washington, car il pensait que la RDC est trop grande et que tout le monde voudrait la part de ces minéraux. Alors, Tshisekedi a voulu manipuler les contrats en sa faveur, pas en la faveur des Rwandais. Voilà pourquoi il a accusé ainsi. Là, c'était la troisième vidéo. Alors, je vous ai promis de parler de ce qui se passe maintenant après tout ça. Vous avez vous-même suivi les différents discours des dirigeants de Trump, de Kagame et son porte-parole, la porte-parole du gouvernement rwandais. Qu'est-ce qui se passe maintenant après cet accord? Premièrement, j'aimerais dire ceci. L'accord que Félix Tshisekedi a fait avec le Rwanda, cela encore affaiblit la RDC sur le plan, sur l'échelle mondiale. Parce que là, on ne montre pas seulement notre faiblesse envers la RDC, qu'on n'a pas pu gérer le petit problème du Rwanda. On montre aussi que on dépend encore une fois de ces gens-là. On veut donner nos minéraux aux États-Unis pour que les États-Unis viennent en RDC commencer à piller. Et que l'on ne vous trompe pas. En tout cas, que l'on ne vous trompe pas. Les États-Unis venir faire après ces accords ici, ça ne garantit pas la paix. On doit être clair là-dessus. Ça ne garantit pas la paix parce que les accords ont déjà été faits. Je vous ai rappelé en 2002, Joseph Kabila était à Washington avec George W. Bush. Il était aux côtés de Thabo Mbeki, le président sud-africain, et Kagame. Ils ont signé les mêmes accords et vous allez vous rappeler que depuis 2002 jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que Joseph Kabila ait quitté le pouvoir, il y avait toujours la guerre à l'est du pays. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que Donald Trump va apporter la paix? Parce que même quand on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe, de savoir si réellement cette fois-ci, il y aura la paix. Il a dit quoi? Il renvoie la balle encore dans le camp de Kagame et Tshisekedi pour gérer, pour terminer ces problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reviens d'abord à cette dame qui a parlé dans la première vidéo, la porte-parole du gouvernement rwandais. Elle a parlé d'un fait qui est que j'ai toujours démenti parce que c'est une version rwandaise. Elle parle des FDLR qui sont à l'est du pays, les FDLR qui constituent un problème pour les Rwandais. Voilà pourquoi ils ont soi-disant levé les dispositifs, ils ont pris des mesures sécuritaires. Par rapport au FDLR, il y a eu génocide en 1994. Et en 1994, les Hutus, soi-disant, c'était eux qui avaient tué les Tutsis, eux qui étaient au pouvoir. Alors, après avoir tué ces personnes-là, plus de 800 000 personnes, les Hutus cherchaient à fuir parce que les Tutsis, quand ils ont pris le pouvoir avec Kagame, ils cherchaient à fuir parce qu'on voulait les tuer, soi-disant. Alors, le gouvernement, les Belges, qu'est-ce que je dis là?
les impérialistes, il y a même Clinton qui est cité là-dedans, il y a le président, il y a les présidents, il y a un président français de ce temps-là qui est cité là-dedans. Ils ont instruit, ils ont obligé à Mobutu d'ouvrir la frontière à l'est du pays pour que ces gens-là puissent entrer à l'est. C'était une stratégie pour que le Rwanda, l'est de la République, eux qui savaient ce qui se trouve à l'est du pays, à l'est de notre pays, c'était une stratégie pour eux pour que, soi-disant, à cause de ces gens qui sont à l'est du pays, les Rwandais est en insécurité, alors on va commencer à, soi-disant, vouloir attaquer ces gens qui sont à l'est du pays, c'est FDLR, c'est Hutu, pour piller les minéraux de la RDC. C'est une réalité. Alors, ça s'est fait ainsi. Mobutu a accepté. Il a ouvert la frontière à cause de l'hospitalité de Mobutu. Aujourd'hui, on est là où nous sommes. Les FDLR se sont installés à l'est du pays et cette même partie de l'est du pays est occupée par qui? Par Kagame et ses troupes. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, on parle de 6 000 à 700 000 Rwandais. Selon l'étude, le dernier rapport des Nations Unies, il y a 6 000 à 7 000 soldats rwandais qui opèrent à l'est du pays ensemble avec les M23. Alors, Félix Tshisekedi, qu'est-ce que je parle là? Donald Trump, il a décidé, quand Félix Tshisekedi est allé voir, Donald Trump pour lui proposer les minéraux, ce qui constitue d'ailleurs une différence entre le rapport de 2002 et le rapport de 2025, parce que quand Joseph Kabila était parti faire cet accord avec Paul Kagame à Washington, il n'avait pas donné nos minéraux, ce qui constitue une différence entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, parce que lui, il a donné nos minéraux. Parce que Donald Trump, il a promis les plus grandes compagnies américaines de venir maintenant en RDC, c'est pour exploiter nos minéraux. Donc, une perte pour les Congolais. On va y arriver. Le président rwandais, ils ont installé des mesures de sécurité à l'est du pays, soi-disant à cause des FDLR. Alors, Kagame a dit à Donald Trump, si tu veux vraiment traiter de cet accord, parce que je vous l'ai dit, dans l'accord du 27 juin, il n'y avait pas d'intégration régionale. Ça n'avait jamais été mentionné. Alors, Kagame a dit, si tu veux vraiment cette partie de l'Est, en tout cas, tu ne peux pas prendre cette partie sans compter sur moi. Parce que c'est moi qui gère cette partie de l'Est. Vous savez que les M23 occupent l'Est de la République démocratique du Congo depuis février de cette année. Alors, Kagame a eu son mot à dire. Et Donald Trump, j'ai toujours fait ces caisses dans ma bouche. Donald Trump a vu que, bon, il avait raison, la partie de l'Est est occupée par le Rwanda. C'est Kagame qui contrôle cette zone-là. Et le plus grand partenaire des Rwandais, c'est le Qatar. Et le plus grand allié des États-Unis, ce n'est pas le Rwanda, c'est le Qatar. Vous voyez, mais non. Alors, pour ceux-là qui se disent, oh non, le Qatar, il est impartial, c'est faux. On ne vous trompe pas. Le Qatar a fait semblant parce qu'on a vu qu'ils ont compris que non, on les voyait plus du côté, eux qui veulent être impartials, on les voyait plus investir au Rwanda qu'en RDC. Voilà pourquoi ils ont fait ce semblant-là d'investir en RDC 21 milliards de dollars, mais ils ont déjà investi beaucoup au Rwanda qu'en RDC. Là, c'est une réalité. Et comment vous pouvez comprendre seulement quelques semaines après avoir rencontré le président israélien et le président qatari, le président Félix Tshisekedi devait maintenant rencontrer Donald Trump pour parapher l'accord avec le Rwanda. On peut se poser des questions. De quoi ça a été question? De quoi ils se sont dit? Vous pouvez vous-même juger par vous-même. Alors, il a dit, Kagame, je reviens à ce que je disais, Kagame a dit, tu ne peux pas venir traiter des problèmes de la RDC sans passer par moi, parce que c'est moi qui contrôle cette zone. Alors, Donald Trump a dit, oui, tu as raison. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je ne veux pas, je vais intégrer l'intégration régionale entre la RDC
et le Rwanda. Donc, vous devez tous vous entendre. C'est ce qui s'est passé. On a intégré cela, mais la RDC doit maintenant traiter avec le Rwanda comme pays voisin. Le Rwanda a accès à maintenant la légitimité de nos minéraux, chose que le Rwanda faisait avant comme vol illégitimement, c'était illégal. Le Rwanda a volé. Maintenant, là, le Rwanda a l'accès libre sur nos minéraux. Un avantage pour les États-Unis, un avantage pour le Rwanda, et un avantage pour le Qatar, parce que tout ce que le Rwanda est en train de piller en RDC, ça va directement en Chine, ça va directement en Israël, ça va directement au Qatar. Donc, c'est un avantage pour tout. Voilà pourquoi Donald Trump, dans son discours de ce jour-là, il a dit tout le monde va se faire de l'argent. Tout le monde sera content. Tout le monde sera content. En tout cas, je vous prie de valoriser cet accord historique. On va appeler ça accord des États-Unis et accord de Washington. Il a traité de ça. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons retenir par rapport à cet accord. Cet accord, nous devons réfléchir ici. Cet accord ici, je vous ai dit que ça ne va pas profiter plus à la RDC. Parlant de cet accord ici, il y a deux cas. Disons que, oui, c'est vrai, l'accord commence à fonctionner. Bon, le Rwanda prend ses minéraux, les Américains viennent investir en RDC. Mais est-ce que là, cela va apporter une paix durable? Est-ce qu'on va retrouver la paix? Parce qu'il y a eu un semblant de paix. Un jour après avoir signé cet accord, il n'y avait plus de tirs à l'est du pays. C'était silencieux. On a cru que non, la guerre allait se terminer, mais au moment où je suis en train de vous parler, la guerre est retournée. Les M23 continuent à tuer, les M23 sont en direction d'Uvira, ils sont à 35 km d'Uvira, ils veulent arracher Uvira. Qu'est-ce que les États-Unis ont à faire de tout ça? Les États-Unis ne peuvent rien faire. Les États-Unis, Donald Trump lui-même, il a dit que si vous allez voir les changements, parce qu'il compte sur Félix Tshisekedi et Kagame pour terminer ce problème. C'est-à-dire qu'il se fout de ce que il se fout de la paix en RDC, parce que si réellement il voulait apporter la paix, il allait se prononcer en tant que président qui apporte soi-disant la paix. Il devait dire non, moi étant pacificateur, si tel faisait ça, je vais faire ça. Il devait faire ça, mais on a instauré un comité mixte, un comité qui va veiller sur la praticabilité de la mise en œuvre plutôt de cet accord qui va respecter. Donc, ce comité va juste surveiller qui respecte et qui ne respecte pas. Et en cas de non-respect de cet accord, le comité mixte de surveillance va juste appeler le pays qui ne respecte pas en amiable. On vous appelle à côté, non, faut pas faire ça, vous êtes des frères, vous avez signé cet accord, c'est tout ce qui va se passer. Il n'y a pas de sanctions. La seule personne qui avait d'ailleurs promis des sanctions, c'était Emmanuel Macron, qui avait promis des sanctions à tout pays qui n'allait pas respecter cet accord. Mais aux États-Unis, rien de tel n'a déjà été mentionné. Donc, on va juste traiter, ce comité mixte va traiter. Ce comité mixte qui est composé des membres de l'Union africaine, de membres des États-Unis, du Qatar, qui font partie de ce comité. Donc, c'est ça. Partout, il y a une chose que je dois rappeler. Vous allez vous rappeler de ce qui s'est passé en Libye. En Libye, il y a la guerre aujourd'hui. Après Kadhafi, lui qui était le poumon, lui qui était l'incarnation de la reconstruction, du développement, pas seulement de la Libye, mais de l'Afrique, il a été tué. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en train de piller le pétrole libyen, mais le pays est en train, il n'y a pas la paix là-bas. Les gens meurent, le pays est en train d'être détruit. Vous le voyez vous-même. Je vous donne l'exemple de ce qui se passe en Irak. C'est la même chose. En Irak, aujourd'hui, les États-Unis volent, pillent, mais il y a la guerre. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a la Syrie,
il y a l'exemple de ce qui se passe à Gaza, il y a l'exemple de ce qui se passe en Ukraine. Donc, malgré tous ces soi-disant accords, il y a toujours la guerre. Et cela profite aux États-Unis parce que tant qu'il y a la guerre, c'est bon pour le business. Donc, on crée la guerre, les gens se tuent, s'entretuent, un peu même ce qui se passe en Haïti aujourd'hui. L'Haïti est déstabilisé. On a créé des groupes, des gangs, hein, les gangsters qui se tuent, qui s'entretuent. Mais les personnes qui sont à la base de cette instabilité politique, sécuritaire, ce sont les mêmes grandes puissances. C'est les États-Unis. Il y a les États-Unis qui sont derrière ce qui se passe en Haïti. Il y a la France qui est derrière la souffrance des Haïtiens. Donc, vous comprenez que c'est plus facile pour eux, quand il y a la guerre, pour eux de régner. Parce qu'ils savent que quand ils vont vous presser, vous allez vous retrouver au bout du gouffre. Vous allez finalement dire non, 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 non. Vous allez chercher à recourir à eux pour qu'ils puissent vous apporter des solutions. Et ils n'apportent pas des solutions. Ils apportent des semblants de solutions, mais après, ils vous volent beaucoup. Ils vous volent encore davantage. C'est ce qui se passe en Haïti. C'est ce qui est en train de se passer en Ukraine. Et la guerre en RDC, plus de 30 ans. Si les États-Unis, je ne sais ce que je voulais dire, si les États-Unis voulaient réellement changer les choses en RDC, vous ne trouvez pas qu'on n'allait pas, c'est pas à RDC qu'on pouvait imposer l'embargo militaire. Parce que vers les années 2000, la RDC a été sujette au groupe des rebelles. Il y avait des groupes de rebelles qui ont commencé à tuer des gens à l'est du pays, des groupes de rebelles venus de nulle part qui ont commencé à tuer des gens. Et au vu de cette insécurité, les États-Unis ont décidé, au lieu de sanctionner les pays qui approvisionnaient en armes ces gens-là, ces rebelles-là, on impose l'embargo militaire à la RDC. Vous voyez? Donc, c'est comme si on t'affaiblit, on t'attaque, mais on t'affaiblit. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu puisses demander de l'aide. La RDC avait demandé de l'aide. C'était en 2021, du temps de Félix Tshisekedi, que finalement, on a allégé cet embargo. On a dit, non, vous pouvez maintenant acheter des armes, mais toute arme qui sera achetée par la RDC doit être d'abord autorisée par les États-Unis. Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas la même chose avec le Rwanda? Pourquoi le Rwanda est libre d'acheter n'importe quelle arme? C'est-à-dire, d'une part, on soutient le Rwanda pour tuer la RDC et c'est nous qui allons chercher de l'aide aux États-Unis en offrant nos minéraux. On donne aujourd'hui nos minéraux et ce sont les États-Unis qui sont les gagnants. Il y a les États-Unis qui gagnent, il y a le Rwanda qui gagne aussi. Et nous, qu'est-ce que nous avons? Mesdames et messieurs, je vous dis merci de nous avoir choisis. C'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.